verte, c'est tout simplement des années 60, ça visait l'indépendance alimentaire. Donc, le gros problème qui découle de cette révolution verte, la première et la deuxième, peu importe, c'est que les fermiers doivent, et j'insiste, s'endetter pour acheter des entrants, comme l'a dit. Mais avant de nous dire les problèmes qu'elle crée, peut-être nous dire ce que ça a été. C'est arrivé à l'indépendance alimentaire, c'est arrivé à ce que l'Inde ne soit plus un pays issu du Moyen-Âge, mais soit contre d'ailleurs, cette révolution verte a hissé l'Inde au niveau des BRICS. Donc c'est une Alors les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'est ça, donc du coup ça permet à ce pays de faire partie des grands. Des grands de ce monde. Donc ça, c'est Mais est-ce que ça veut dire en même temps que les Indiens mangent tous à leur faim aujourd'hui? Non, je pense pas. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que l'Inde compte sur la scène internationale. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette révolution verte, elle a translaté le problème économiquement. C'est qu'on arrive à ce que l'agriculture ne soit plus en fait, ça a été un produit d'appel, si vous voulez. Maintenant, on est dans l'idée que l'agriculture a été dépassée par tout ce qui est services informatiques, tout ce qui est services aux entreprises. En fait, là se distingue maintenant par l'importance des services vers l'exportation, c'est-à-dire où elle a un faible coût de main-d'œuvre et bien formée. C'est donc les services informatiques, c'est donc les services aux entreprises, Business Process Outsourcing, et le secteur IT-PBO, c'est quand même 22 milliards de chiffre d'affaires. Alors, IT Services, c'est les services informatiques. Voilà. Et PBO? Et PBO, c'est les services aux entreprises. 22 milliards de chiffre d'affaires, 700 000 emplois. C'est Tata qui est derrière, c'est Infosys, c'est Wipro, c'est quand même des grosses multinationales indiennes. Le groupe Reliance c'est le groupe Tata Group. Oui, mais il n'y a pas que Tata. Non, il y a aussi Infosys, qui est un groupe indien, et il y a Wipro, qui est une multinationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la main-d'œuvre, elle est très très faible. En Inde, elle est plus faible qu'en Chine, en Asie du Sud-Est. Donc du coup, on a tout intérêt à mettre en place des idéaux. C'est très clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'aimerais insister davantage sur les problèmes que cette révolution verte a généré que les avantages. Parce que les problèmes, on les a en pleine face à l'heure actuelle. Les problèmes, c'est la pauvreté, c'est l'endettement. Alors justement, on va en reparler de cette pauvreté avec ce reportage de Sébastien Farcy. On l'a dit au début de cette émission, ce que les paysans défendent en particulier, c'est un prix minimum garanti dont la réforme veut les priver. Ce prix minimum garanti concerne une vingtaine de récoltes, de produits, mais en réalité, la plupart des agriculteurs touchent beaucoup moins à cause de la corruption ou des défauts des infrastructures locales. Une situation qui plonge beaucoup de producteurs dans une situation financière dramatique, comme a pu le constater Sébastien Farcy, qui s'est rendu dans l'état de Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, pour ce reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs. Namdev Yadav encourage de ses cris ces deux bœufs aux longues cornes pointues. Les animaux traînent courageusement un bout de bois arqué qui sert à labourer son champ. Cet agriculteur du village de Jadavadi, situé à 300 km au sud de Bombay, ne possède qu'un demi-hectare de terre où il fait pousser des arachides. Il travaille donc d'arrache-pied pour avoir 2 récoltes annuelles et malgré cela, il ne gagne qu'environ 100 € par an. Nos coûts ont augmenté, les semences, les machines que nous louons pour écorcer les graines et surtout le prix des engrais a doublé en quelques années. Avant, nous avions des bêtes et leurs excréments servaient d'engrais. Ce n'est plus possible maintenant car il n'y a plus assez de champs en jachère pour les faire paître. Nous achetons donc de l'engrais. Nos coûts augmentent, mais les prix des récoltes, eux, ne bougent pas. L'État est censé assurer un prix minimum d'achat des récoltes de 26 produits, dont les arachides de Namdev. Mais comme l'explique Rajendra Sapkal, un agriculteur voisin, ils sont loin de toucher ce tarif. Nous ne pouvons pas aller porter notre récolte au marché où ils l'achètent au prix officiel.
car pour cela, il faudrait louer un véhicule et payer des pots de vin aux policiers qui nous arrêtent en route. Donc des intermédiaires viennent nous l'acheter. Et eux, ils apportent des balances des... 9 cultivateurs sur 10 possèdent moins de 2 hectares de terre et ils sont donc vulnérables à ce marchandage. Bharat Patankar, le président de l'organisation rurale Shramik Mukti Dal, prône une démarche collective. Les intermédiaires qui viennent acheter la récolte vont la revendre à un autre, puis un autre. Dans cette chaîne, le prix est multiplié près de 20 fois. Pour limiter ces interférences, les agriculteurs doivent donc se rassembler et essayer de vendre leurs produits directement aux consommateurs des villes. Leurs frères ou amis vivent dans ces villes, donc ils peuvent établir ces liens. Cela est une tâche difficile, mais elle leur ferait gagner beaucoup plus. Le gouvernement assure qu'il a doublé en 6 ans les quantités de ses achats de blé et de riz pour soutenir les agriculteurs, mais cela ne semble pas suffire à freiner la paupérisation des campagnes. Un reportage du codicier éco d'ailleurs signé Sébastien Farcy. Thierry Pouche, quelle réaction à ce reportage à ces problèmes que soulignait Damien Bazin préalablement? J'ai un peu l'impression, dans la continuité de ce que je disais juste avant le reportage, et il est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup de petites structures finalement qui sont tournées vers des marchés locaux ou vers l'autoconsommation. Donc on a un peu l'impression que le tournant qui est en train de s'opérer en Inde pourrait éventuellement, je parle sous le contrôle des deux collègues, mais vers une sorte de dualisme, si vous voulez, entre des petites structures qui pourraient éventuellement survivre avec une orientation plutôt locale et un écoulement local de leur production, et puis une agriculture qui serait beaucoup plus modernisée, avec une intégration dans un système économique et de transformation alimentaire beaucoup plus étoffée et qui serait tournée vers l'international. Donc voilà, bon, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à écouter les reportages, là, c'est assez intéressant de voir les paysans s'il y a cette réforme, et de toute façon, comme ça a été dit dans le reportage, il peut y avoir un premier prix qui permet à l'exploitant de survivre, mais ce prix peut être abaissé par celui qui achète finalement. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur une agriculture qui peut-être ne peut plus exister sur le mode antérieur, et on va voir comment les résistances vont s'organiser et jusqu'à quel point elles vont être admises.